Petit à petit, il se comprend mieux à lui-même, il s'intègre à la nature, et alors, il peut vivre dans un certain équilibre plus harmonieux, en relation à son environnement, à autrui, aux différents règnes de vie, etc. C'est-à-dire, ce qui cherchait tous ces gens-là, et je pense qu'inconsciemment, tout le monde le cherche, c'est de vivre en harmonie. L'harmonie, est un équilibre. C'est harmonieux parce que c'est équilibré. Bon, maintenant, on dit officiellement bonsoir. Et je vais vous parler des lois de la nature du point de vue philosophique. Pour que ce soit clair, je ne prétends pas vous expliquer au niveau scientifique tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la nature. Je vais essayer d'expliquer les lois de la nature par rapport à la philosophie. Vous verrez, ce n'est pas toujours pareil. Et je veux utiliser un concept qui était développé par les Grecs et à l'époque déjà pré-socratique, c'est-à-dire avant Socrate, il y avait déjà des philosophes. Et pour marquer à peu près le timing, on dit pré-socratique, c'est avant, et après, c'est ce qui ont suivi les voies après la vie de Socrate. Donc, je suis en train de parler des philosophes qui ont vécu au 7e siècle, 6e siècle, c'est-à-dire avant Socrate, avant Platon, avant tout ça, et qui ont créé un mot qui s'appelle physis. Je l'écris. Et ce mot physis, qui va donner ensuite un mot plus connu, physique, physis, physique, et était le mot qu'ils ont employé en grec pour dire nature. Voilà. Le mot nature que nous employons vient du latin nascere, naître, faire naître. Mais on reviendra là-dessus. Et si j'utilise cette forme plus ancienne et archaïque, c'est parce que, bon, ce concept s'est prolongé au-delà des pré-socratiques, bien entendu, et fut très important dans l'Antiquité pour comprendre, selon eux, ce qu'était la nature. Je vais vous l'expliquer, ce concept, et à partir de ce concept, pendant que je vais l'expliquer, nous allons petit à petit découvrir des lois de la nature du point de vue philosophique. J'ai laissé le tableau blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour que, au fur et à mesure que je vais parler, je vais dire, bon, mais voilà une de loi qui se dégage, qui est telle. D'accord? On va deviner petit à petit chacune de ces lois et vous saurez que ça vient simplement d'un concept sur la nature. Ça va? C'est comme un jeu. Comme ça, on va les découvrir ensemble. Je pense que c'est plus facile que je vous donne, voilà, la 1, la 2, la 3, la 4. Ça va être un tout petit peu trop sérieux. Bon, voilà. Donc, pour les anciens, globalement, et pas simplement en Grèce, la nature est maîtresse de vie. On apprend de la nature la vie. C'est important. On apprend de la nature la vie. Et pour les philosophes grecs, tout appartenait à la nature. Tout. Puisque, bon, mais qu'ils appelaient, comme je vous l'expliquais, physis, qui, entre autres, veut dire engendrer, croître. Donc on est toujours dans un processus de la vie et de son mouvement. Ça va? Bon. L'homme, dans ce concept-là, fait partie de la nature. Il est intégré à la nature. Il n'est pas séparé de la nature. C'est important parce que plus tard, et que ce soit par des voies religieuses ou ensuite philosophiques, plus tardif, plus contemporaine, plus moderne, l'homme s'est séparé de la nature. Et on a considéré donc qu'il y avait la nature
et l'homme, ou l'être humain. Et par conséquent, l'être humain pouvait maîtriser et utiliser la nature à sa guise, n'étant pas justement à l'intérieur de la nature qui est devenue sa chose. Et si nous avons aujourd'hui un peu quelques crises par rapport à beaucoup de choses qui nous arrivent, c'est cause de ce concept-là. C'est que la nature et l'homme sont deux choses différentes. Mais pour eux, pour ces philosophes, et je répète, pas simplement pour les Grecs, l'homme est à l'intérieur de la nature, et c'est parce qu'il observe ses lois, sa manière d'agir, que petit à petit, il se comprend mieux à lui-même, il s'intègre à la nature, et alors, il peut vivre dans un certain équilibre plus harmonieux, en relation à son environnement, à autrui, aux différents règnes de vie, etc. C'est-à-dire, ce qui cherchait tous ces gens-là, et je pense qu'inconsciemment, tout le monde le cherche, c'est de vivre en harmonie. L'harmonie, est un équilibre. C'est harmonieux parce que c'est équilibré. C'est que quelque chose qui est déséquilibré n'est pas harmonieuse. Vous voyez ? Donc, chercher l'harmonie, c'est chercher l'équilibre entre plusieurs choses, en soi-même, à l'extérieur. Donc, quand on a cette idée de chercher l'équilibre à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi, on a une vision de la société, des êtres différentes que si vous cherchez à déséquilibrer les choses. Vous voyez ? Ça donne une orientation très importante. Et pour la société, pour les êtres humains, etc. Et c'est pour ça que je pense que par cette intégration et compréhension de l'ordre de la nature, ils avaient essayé de créer des sociétés qui permettaient de réenchanter les gens. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque désenchantée. Je n'ai pas besoin d'expliquer, j'espère. Mais les gens ne sont pas très, très enchantés de tout, et pas trop enthousiastes, et un tout petit peu trop sérieux et un peu gris. Vous voyez ? Donc, nous pensons que, à la Nouvelle Acropole, comme école de philosophie, que cette vision de la nature et de la société peut aider, dans le moment présent, à trouver d'autres sources de réenchantement, d'autres sources pour vivre mieux sa vie et autour de soi. C'est pour cela que j'ai ressorti du chapeau cette idée des lois de la nature, vous voyez, et de la physis. Ces premiers philosophes grecs, physiciens, les fameux physiciens, ils s'appelaient comme ça parce que leur réflexion centrale était quelle est l'origine de l'univers et de la vie, ainsi que les lois de la nature, à partir d'une réflexion et pas simplement par rapport à ce qu'expliquaient les mythes ou les religions. Ils ont commencé à se poser la question et de réfléchir à la question au-delà des opinions, ou des oui-dire, ou des traditions que parfois ils ne comprenaient pas. Voilà comment ça commence. Et ça va donner petit à petit la philosophie, un amour de la vérité, une quête de la sagesse à partir d'une réflexion mentale qui peut être analytique, mais aussi peut être intuitive du moment qu'ensuite on peut la conceptualiser et qu'on peut l'expliquer. Voilà, c'est important. Pouvoir trouver les mots, pouvoir trouver l'explication qui donne un sens. Et quand on parle du sens, on dit direction. Sens contraire, sens favorable, c'est-à-dire on va quelque part.
Quand on cherche un sens, c'est qu'on cherche une direction. On cherche une route, un chemin, tout simplement. Et le premier sens que les gens cherchent, j'espère pour vous aussi, c'est le sens de leur vie. Hein, tout bêtement. Vers où j'y vais? Vers où? Comment? Il n'y a pas simplement qui suis-je, vous comprenez? Il y a vers où je vais. Puisque c'est important de savoir vers où on veut aller. Quel destin je me choisis, où je vais aboutir. Les Grecs étaient vraiment fascinés par la présence éphémère et toujours recommencer de la vie et sa capacité de résistance dans ses capacités à recréer ce qui semblait définitivement détruit. Vous savez, moi j'apprends souvent un petit chemin en macadam qui me relie de la route nationale à une demeure qu'on a reconstruite, une abbaye qu'on a reconstruite, qui est devenue notre centre de formation, dans le Perche. Et ce macadam est incroyable parce qu'il est toujours percé. Ça pousse. Et je vois toujours du verre. Et le macadam n'arrive pas à contenir ces petites pousses vertes, qui évidemment nous gênent un peu parce que ça détruit le macadam et qu'il faut revenir. Mais la nature est résistante. Elle est apparemment éphémère, les choses se détruisent, mais en même temps, ils recommencent. Vous avez vu tout ça? Je pense que je ne raconte pas une nouveauté. Et alors, là, nous venons de découvrir une loi de la nature. C'est simple, c'est la loi des cycles. Bon, les cycles, dans l'impermanence, malgré que tout est impermanent, c'est-à-dire que rien n'est définitif et que tout s'échappe, mais il y a des cycles et ça recommence. C'est amusant, hein? En même temps, c'est éphémère et en même temps, ça revient. Vous voyez? Sans cycle de vie, la vie ne peut pas se reconstituer. Nous-mêmes, sans cycle, on ne peut pas se reconstituer. On a besoin de dormir, on a besoin d'être éveillé. Vous voyez? La journée nous donne un cycle. Bon, mais ça, c'est une loi fondamentale. C'est-à-dire de concevoir le temps, pas comme une quantité linéaire qui se succède et qui s'additionne, mais le temps comme un temps qui courbe et qui revient sur l'origine des choses et qu'on peut recommencer. Parce que sinon, il n'y aurait pas de résilience. C'est-à-dire, on aurait une tuile, un problème, et on ne saurait pas comment rebondir, comment se refaire. Donc, elle est capitale, cette loi, vous voyez? Donc, elle est utile du point de vue matériel, biologique, de la nature qu'on voit, mais elle est aussi utile en nous, puisque nous avons des cycles de vie. Je ne sais pas si vous savez. Mais je ne vais pas rentrer tout dans les détails. Après, j'expliquerai chaque loi. D'accord? Mais on va essayer, avec cette définition que j'essaie de vous développer, comment on découvre. Il nous manque 6. Vous voyez? Mais on va les trouver. On va les trouver. Doucement, on va les trouver. Donc, dans l'étymologie de physis, on retrouve l'idée de engendrer, faire croître. C'est ça l'idée fondamentale, parce que c'est ça qui fait la vie. Elle fait croître, elle engendre, elle développe. Pour les Grecs, tout appartenait à la physis. Les choses physiques comme les idées. C'est très intéressant. Ils avaient associé le monde de la pensée et le monde physique à la nature, et expliquant les idées pouvaient arriver soudainement, s'épanouir et partir. Parfois, ces idées peuvent devenir des choses.
des actions, vous comprenez? Mais les idées font partie de la physis. Et nous naviguons dans notre conscience entre les idées, nos pensées et nos actions. Et nous devons quand même réfléchir souvent, et qu'est-ce que je fais? Et quelle est la bonne manière pour agir? Et donc, les choses peuvent s'épanouir, devenir des œuvres, comme je viens de dire, et revenir. Physis, disent les présocratiques, est en même temps le potentiel de quelque chose, ce qui est virtuel, et son accomplissement, l'actualisation de quelque chose. Donc on est devant véritablement le cycle de la vitalité. Vous comprenez? C'est-à-dire, virtuel, ça veut dire quoi? Prenons une sémence, une graine, de ce que vous voulez, d'un arbre, d'un céréale, peu importe. Elle est virtuellement, la graine du blé est virtuellement du blé. Mais elle n'est pas du blé encore. Mais si on la met à terre, si on plante, si on arrose, si on soigne tout ça, elle va devenir une épine de blé qui va pousser, qui va donner peut-être des dizaines de graines qui vont servir après. Vous voyez? Et ça, c'est la loi de la vitalité. Vitalité. Ouais. Et pour faire la vitalité, il nous faut les cycles. Donc, ils s'enchaînent ces lois, ils sont reliés entre elles. Donc, ils ne voyaient pas les choses comme des choses inanimées, ces Grecs. Vous voyez? Ils portaient le mouvement de la vie. Donc, ils n'ont jamais chosifié le monde. Il n'y a pas la question de la chose. Il y a le sujet. Et comme, je explique ça parce que c'est important de bien comprendre, pour eux, la nature était vivante. Elle n'était pas une chose morte. De toute façon, vous vous rendez compte de ça. Mais il inclut le monde minéral. Ah, oui, je m'explique. Puisque la nature, c'est ce qui engendre la croissance, le mouvement, ce qui n'est pas statique, vous voyez? Un volcan n'est pas statique. La lave, quand le volcan décide de parler, ça bouge de tous les côtés. Des montagnes peuvent croître, vous savez, et aussi s'effondrer. Elles sont en mouvement, elles croissent et décroissent. Il y a des îles qui apparaissent dans l'océan. Pof! C'est une forme de montagne, hein, une île. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour eux, comme ils sont en dynamique et ils sont dans la vie, toute la nature devient un être vivant. Voilà ce que je voulais quand même expliquer. De là, la loi de la cyclicité. De la vitalité. Tout contient de la vie. Certains, les minéraux, un tout petit peu plus enfermés, vous voyez ce que je veux dire? Et les végétaux un peu plus épanouis, etc., etc., mais tout est vivant. Donc, l'idée fondamentale, c'est que tout est vivant, et que par conséquent, il faut respecter la vie. Ah oui, c'est... Donc, tout est dans un processus de vie et mort, d'épanouissement et de retour à l'invisible. C'est-à-dire, eux, ils disaient, les choses surgissent de la dimension où les choses sont occultées, ou oubliées. Et c'est un mot grec
Je suis désolé, aujourd'hui, je voici avec des mots, mais ce sont des mots. Et il y a un mot qui s'appelle l'été, qui est le nom d'un fleuve, dans le monde souterrain, où sont les morts, etc. Et les eaux de l'été étaient bues par les défunts pour oublier leur vie, se soulager, etc. Le monde de l'oubli, le monde de ce qui est occulté, et ce monde souterrain de l'été. Ça va? Et de l'été, de ce monde où les choses sont occultées, presque oubliées, donc en puissance, surgit la vie, surgit les choses surgissent, et il rentre dans la dimension d'un autre, un mot qui est très beau, aletheia, qui donnera le prénom Alice. Tous les Alice sont des aletheia en grec. Aletheia. Qu'est-ce qui veut dire aletheia? Veut dire vérité, absence d'oubli. C'est pas bon, non? Donc, on sort de l'oubli pour entrer dans le monde qui n'oublie pas, où les choses se présentent, où ils sont, et où ils se dévoilent. Aletheia, la vérité, qui est impossible presque pour un philosophe, c'est l'endroit où la dimension du dévoilement. Trouver une vérité, c'est dévoiler quelque chose. Vous avez certainement un moment de votre vie trouvé une vérité quelconque. Je ne la méprise pas, une vérité. Vous avez senti, ah, ça c'est vrai. Et vous avez vécu un événement de dévoilement. Quelque chose s'est déchiré, quelque chose est devenu clair. C'était plus confus. Parce que la vérité apporte clarté. Même si parfois elle peut être forte, ou elle peut nous ennuyer. Surtout quand on essaie de se connaître, on se trouve un peu bête. Oui. Si vous initiez un cheminement philosophique qui va vous impliquer « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », vous savez cette phrase très connue du fantôme de Delphes, bon, préparez-vous à des surprises par rapport à vous-même. Ok? Oui, oui. Parfois les gens me disent « Ah, je viens de me rendre compte que j'étais comme ça ». Je dis « Félicitations ». Non, je suis triste parce que maintenant... Non, mais avant c'était pareil. Mais tu ne le savais pas. Sauf nous, on le savait. Et maintenant, tu partages la vérité avec nous. Donc, bienvenue. Vous voyez? Mais je vous préviens, le cheminement philosophique implique quand même quelques déchirements et c'est pour ça qu'il faut rester de très bonne humeur. Ah oui, c'est important. Capacité de rire est une des conditions essentielles pour faire de la philosophie pratique. Il ne suffit pas de réfléchir, d'intellectualiser. Non, non, il faut vivre. Et pour vivre, il faut rire un tout petit peu, sans se moquer de l'autre, bien sûr. On se comprend. Bien, je continue. Grâce à tout cela, on peut vivre ensemble en meilleure intelligence. La physis s'associe à une idée que ces philosophes ont développée, qui est en total contre-courant par rapport à nos idées actuelles. Ils parlent de la croissance qualitative. Parce que engendrement, croissance, pas n'importe laquelle. Elle doit être qualitative. Alors, si vous me permettez, je vais essayer d'expliquer le concept de ce qui est, parce que ce n'est pas le meilleur fruit très joli, goûteux, c'est bien aussi. Hein. Non. Et ils disent, chaque chose a sa loi, ses principes. Et un oriental aurait dit son dharma, son archétype, son modèle. Je m'explique, pour que ce soit plus simple. Et tout à l'heure, on m'a fait un thé. Et il est bien. Mais si je veux faire donc un bon thé, je dois comprendre quel thé, quelle température, vous comprenez, et combien de temps. Donc ça, c'est la loi de ce thé. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé.
Cette pauvre plante, elle est poussée comme ça, c'est pas moi qui l'a fait, et je dois tenir compte de sa loi. De sa loi, parce que sa loi va exprimer ses qualités. Si je bafoue sa qualité, si je ne tiens pas compte de ces lois, je ne sais pas, je mets de l'eau froide, j'écrase l'herbe, je ne sais pas, j'obtiendrai quelque chose qui ne sera pas très réjouissant. Si je veux sculpter du bois, j'ai besoin de comprendre la loi du bois. Et je ne pourrais pas faire la même chose qu'avec une pierre. Vous voyez ? Si c'est une plante, je comprendrai la plante. Si c'est un animal, je comprendrai l'animal. Si c'est un être humain, il faut que je comprenne l'être humain. Ses principes, ses lois, comment il fonctionne. Vous voyez ? Si je tiens compte alors de la qualité du sujet que je vais travailler ou développer, j'obtiendrai une croissance qualitative. Et il donne un très bel exemple à propos du rosier. C'est un exemple. On s'échine tous pour avoir de belles roses dans un jardin. Et au début, bon, il n'y a que la plante, il y a les épines. Après, ça se ferme, ça commence à s'ouvrir. Et ça s'épanouit, c'est très odorant, c'est extraordinaire, on tombe en extase, heureux, et à ce moment-là, les pétales vont commencer à tomber. Oui, par rapport à cette idée de l'éphémère, etc. Mais si on a écouté la loi de la rose, on obtiendra de belles roses. Et si on n'a pas entendu la loi de la rose, on n'obtiendra pas une belle rose. Donc, le philosophe doit comprendre la loi, les principes des choses, des personnes avec qu'il fréquente. Et ça, c'est capital pour pouvoir véritablement agir. Croissance qualitative et pas quantitatif. Et oui. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir beaucoup de roses. Hein. Ah oui. Mais en respectant ce qu'elles sont. Vous savez, c'est l'histoire des tomates hollandaises. Je pense que certainement vous avez une fois goûté une tomate hollandaise. J'ai rien contre l'Hollande, mais ils font dans des grandes serres, ils font la tomate avec de la lumière électrique et pas la lumière solaire. Alors, ces tomates sont très rouges, bel format, selon les critères européens du marché, mais ils n'ont presque pas de goût. Voilà le problème. Ils ont la forme, mais on n'a pas respecté la loi de la tomate. Donc, ils n'ont pas de goût, ou très peu de goût, et beaucoup d'eau. Ça va, c'est clair ce que j'essaie de vous expliquer? Parce que ça va nous donner une société, tout ça, vous voyez? Qui n'a pas compris la physique, qui était en porte-à-faux par rapport à ça. Donc, on a maintenant, ils disent, la physique est être et devenir. Ce qui est et ce qui advient. Nous sommes être au niveau de notre identité, devenir au niveau de notre existence. Mais tout ça est une totalité. Nous sommes une totalité. Et ceci nous éclaire sur une autre loi qui est l'unité en mouvement. Ouais. Il faut l'unité. C'est une loi. Oui. L'unité peut te conformer à plein de choses. Comprenez, l'unité n'est pas l'homogénéisation. L'homogénéisation, ça veut dire que c'est une seule nature, tout est pareil. D'accord?
Mais la véritable unité se gère par la relation d'une multiplicité. Ça va? Et cette multiplicité, qui fait des différenciations, nous donne une autre loi qui est très importante, celle de la différenciation. Ou de la différence. Je n'écris pas tout parce que mon tableau... Bon, vous voyez qu'on découvre des choses déjà. On a 4 sur 7. Hein. Donc soyez patients, on va arriver. Il faut comprendre cette unité en mouvement, toujours, parce que elle est vitale, cette unité. La nature peut se présenter alors comme un processus, un système organique et ordonné, des transformations constantes. Ça, je pense que maintenant, ça y est, vous l'avez compris. Et c'est Héraclite, par exemple, qui a très bien défini la question, et il disait « la nature est assez cachée ». C'est-à-dire, on a du mal à la saisir dans cette transformation. Mais on va trouver cette idée de la transformation constante aussi en Orient, avec le yin-yang du taoïste, etc. Je ne vais pas abonder. Il y a plein de sociétés qui ont compris ce que je suis en train d'expliquer. J'utilise simplement la Grèce comme support, mais pas comme unique explication. Pour que tous ces éléments qui composent la diversité puissent s'intégrer dans une véritable unité, il faut qu'ils soient, tous ces éléments apparemment contraires, harmonisés. Et ceci s'appelle l'harmonie des contraires. Oui. Et l'harmonie des contraires est très importante parce qu'elle permet l'organisation. Et c'est la 4e loi. L'harmonie des contraires. Bon, vous acceptez mes fautes, mon orthographe, mon écriture. L'harmonie contraire est capitale parce qu'elle permet un équilibre dynamique. Vous voulez faire de la musique? Vous êtes obligé de faire l'harmonie contraire. Vous ne pouvez pas simplement mettre une seule note. Il y a note, silence. Si vous mettez que des notes, ça ne va pas. Vous comprenez? Et c'est par ces silences et autres que vous allez avoir un rythme, une harmonie. Vous voulez faire de la peinture, ce sera pareil. Il y aura toujours des contrastes. Vous voulez faire une belle photo, c'est la même histoire. Ça va? Vous voulez faire une bonne relation, vous accepterez l'autre comme complémentaire. Le problème, c'est que les gens pensent, parce que c'est l'union de dissemblables, hein, que nous sommes en train que l'on est en train de parler. Les gens ont peur de ça. Je veux dire pourquoi. Parce que chacun pense qu'il va perdre son identité. Donc les gens te disent « Non, moi, le collectif, être avec beaucoup de gens, j'aime pas. » Je l'ai entendu 1000 fois, hein, donc je me permets d'avoir ma bibliographie. Mais ils sont en train de me dire, tout simplement, j'ai peur de perdre mon identité. J'ai peur d'être englouti, j'ai peur d'être dissous. Ça va? C'est clair. Mais c'est faux. Si vous prenez une note dans le piano et vous faites un accord, do, sol, et vous jouez en même temps les 2 notes, les 2 notes ne vont pas perdre leur identité, mais le résultat sera un tiers élément, ça s'appelle l'accord.
Jamais ils sont dissous, les dissemblables. Jamais. Simplement, ils produisent un tiers inclus dans la relation. Parce que l'harmonie des contraires va produire un tiers inclus. C'est quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Ça vous coûte papa, maman, enfant. Plus simple, je ne peux pas. Bon, il est un tiers inclus. Il est entre papa et maman, ou maman et papa, comme vous voulez. Ça va? Et c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. Mais il en a de l'un et de l'autre. Mais ce n'est pas l'un et l'autre. Et papa et maman ne sont pas disparus. Sinon, pauvre enfant, qui va s'en occuper? Allez, courage. Il faut accepter l'autre. On peut rentrer en relation sans perdre son identité. Mais si vous êtes convaincu, il ne se passera rien. Si par contre vous avez que la trouille, il se passera plein de choses. Pas bonnes. Donc, la pratique de la philosophie implique vaincre ses peurs. Ça implique oser. Oser, apprendre à oser. Oui. Aller au-delà de ces retranchements. C'est pas inutile, vous savez. Ça donne confiance. Ça donne confiance. Ça donne certaines certitudes. Ça permet d'avancer. Donc, dans la nature, on a dit rien n'est statique. Tout est en vibration et en mouvement. Comme on l'a déjà expliqué, en voulant fixer ces mouvements de la nature, nous la détruisons et nous nous détruisons nous-mêmes. Voilà ce qu'il faut un peu comprendre. Et quand j'ai parlé tout à l'heure des lois de la rose, etc., j'oubliais de vous dire que ça faisait partie de la loi des causalités. Oui, parce que tout a une cause. Vous savez? Il y a un effet qui devient une cause, peu importe, mais il y a une loi des causalités. Et vous avez vu aussi une autre chose, probablement, c'est la propagation de la vie. Elle se propage. Se propage comme la lumière. Et c'est la loi de l'illumination. Oui, parce que sans lumière, il n'y a pas de vie. Et la lumière véhicule plein de processus dont je vous parlerai tout à l'heure. À part ça, comme vous le savez, c'est une constante universelle au niveau de l'univers, qui donne des critères très précis. Mais je dis, je parlerai pas science. Trop, pas trop. Mais c'est important de comprendre. Donc là, nous avons fini avec la physis. Nous avons 7 lois philosophiques. La loi de l'unité. À partir de l'unité, les choses peuvent émaner, peuvent se répandre, comme le soleil avec ses rayons. Hein? Ça va, comme on dessinait quand on était petit un disque et il y avait plein de rayons. Mais c'est vrai, parce que les rayons de lumière se propagent linéairement, pas en courbe. Pas en courbe. Et cette intuition infantile de mettre les rayons droits, parce qu'on n'a pas fait comme ça, hein, personne dessine des rayons du soleil comme ça. Hein. Non, enfin, je n'ai pas vu, mais peut-être tout est possible. Mais disons tout droit, parce que la lumière va tout droit. Elle peut, si elle change de milieu, par exemple l'eau par rapport à l'air, elle peut se dévier. Mais si elle est dans le même environnement, elle dévie jamais. C'est pour ça qu'elle est stoppée par exemple, mon corps
et je suis éclairé. Vous comprenez? Ça y est, je viens de stopper, et vous aussi, hein? Vous venez de stopper pas mal des rayons de lumière. Mais comme ça, je vous vois. Bon. De l'unité se répand ce qui porte l'unité dans la lumière, et ça permet donc de comprendre la diversité des choses, c'est-à-dire la différenciation. Si on éteint la lumière, ici, on ne voit plus personne. Donc on ne peut plus distinguer. Ça va? Pour comprendre la diversité, il faut de la lumière. Je vois la diversité. Ah, il y a des gens vraiment très différents. D'apparence. Et j'imagine de dedans. Bon. Mais cette diversité, cette différenciation, il va falloir quand même l'organiser. Sinon, ça va partir dans tous les sens. Et on arrive à la 4e loi, qui est une loi d'organisation, d'union des contraires. Ce que je vous expliquais. Le dissemblable peut rentrer en relation pour faire une unité des contraires. Ça va? Bon, pour l'instant, ça tient, hein? Bien. Cette organisation pourra créer des choses, donc va donner des principes de causalité, des lois, des principes, comme on a dit tout à l'heure. Et elles vont se mettre en vie. Elles vont vivre. Et pour pouvoir résister à l'usure du monde, à la mort, à l'éphémère, à l'impermanence, ils vont se recycler à travers la loi des cycles. C'est pas joli? C'est comme un conte. Je vous ai dit qu'elle allait les trouver plus simplement. Bon, voilà pour les 7 lois. Alors, la nature, c'est quoi? C'est du point de vue de la physis, c'est l'interaction de ces 7 principes dans une seule entité complexe. C'est pas une ou deux, c'est les 7 qui fonctionnent ensemble. C'est comme, pour vous le faire autrement, on a une dimension verticale, oui, ça fait 2, un haut et en bas. On a une dimension horizontale, ça nous fait 2, 4. On a la profondeur, ça me fait 6, et au centre, il y a l'unité. Ça va? Donc, notre monde a 3 dimensions. Si tous les 7 composantes ne sont pas réunies, on devient plat. Ah oui. Un cube devient carré si on quitte une dimension. Un carré devient une ligne si on quitte une autre dimension. Et une ligne, si on quitte tout, devient un point. Ah oui, il faut penser quand même. Ah, je suis obligé quand même de faire penser. Sinon, c'est pas bien. Donc, les 7, imaginez ces schémas là. D'accord? Évidemment, le 4 là. Bon, après, vous faites le puzzle que vous voulez. L'unité philosophique est le 1 qui est considéré conformant en tout, dont les différentes parties concurrent à constituer un ensemble indivisible. L'unité du moi, l'unité d'un peuple, l'unité de ce que vous voulez. L'unité est indivisible. Elle peut être composée de plein de choses, mais elle est indivisible. Si elle s'ébranle, c'est fini. Au niveau social, si un groupe humain n'a pas l'unité, il part en chaos. De toute façon, ce n'est pas difficile à comprendre vu notre société actuelle.
Donc moi, je n'ai pas besoin de commencer à théoriser, puisque maintenant le laboratoire donne des produits finis. Donc il n'y a pas de problème. Si on ne tient pas compte de certaines lois, mais les choses s'effondrent, c'est simple. C'est très simple. Et on ne peut pas créer des lois. Je sais pas si on ne peut pas créer la loi de la gravitation. Elle est faite déjà, il faut l'utiliser, c'est tout. Tout ce qui a des lettres a de l'unité. Tout ce qui est de l'unité a des lettres. Et ceci, c'est le principe d'identité de base. Mais il y a plus. Ce qui est très important à comprendre, c'est que pour penser, il faut l'unité. Si vous n'arrivez pas à réunir vos différentes réflexions et les choses que vous voyez dans une unité, vous êtes en chaos. Vous comprenez? Vous êtes en confusion. Donc déjà, penser, philosopher, c'est créer une unité. Des choses différentes, mais ça sera toujours l'unité. Donc c'est intéressant, parce que ça veut dire que nous sommes préparés à vivre et à réfléchir et à agir dans l'unité. En même temps, si toute philosophie est une philosophie du un, parce que pour penser, il est nécessaire d'unifier. Vous savez, des lois, même en physique, on essaie d'unifier des lois de l'univers, etc. Ce n'est pas encore acquis, mais la tendance est toujours à unifier, à donner un corpus, quelque chose d'unitaire. En même temps, la pensée a besoin de la diversité. Ça va? Pour qu'on se comprenne. Et il y a une chose que je voudrais quand même vous rappeler. Seule la conscience humaine est capable de faire le voyage entre les choses multiples et l'unité. C'est une particularité de l'être humain. Pouvoir voyager et relier la diversité et l'unité. La conscience humaine est capable et unique de faire le voyage entre la diversité et l'unité et vice-versa. Nous sommes capables de rendre compte qu'il y a des choses différentes et en même temps qu'ils peuvent se connecter. Donc on n'est pas obligé de mettre tout dans des cases. Ce que j'appelle la mentalité fichier Excel. Excel, vous comprenez? Oui, parce que la compartimentation empêche l'analogie. C'est-à-dire la relation entre les choses. La compartimentation est mentale, je parle, est dangereuse, parce qu'à un moment donné, on croit que la partie est le tout. Et on oublie donc tout ce qui est autour. Et ça, c'est très, très dangereux, parce que dans ce cas-là, je vais revendiquer comme unité ma partie. Et là, ça peut être très violent. Voilà ce qu'il faut comprendre. La philosophie et son raisonnement a des conséquences aussi pour comprendre la société et la vie. Ok? Pour ça, elle n'est pas éloignée de la vie. La philosophie est née dans les rues d'Athènes, enfin en Grèce, dans les rues d'Athènes, pour comprendre comment vivre en société, comment vivre ensemble. Elle n'est pas née à la fac. Bon, continuons. L'unité est propre donc de l'esprit. La matière est multiple. Donc il nous faut relier les deux. Il nous faut relier vraiment les deux. Nos prises de conscience de l'unité esprit sont sporadiques. On n'est pas tout le temps dans la conscience de que les choses sont reliées, unies, et que je suis fait partie d'une unité que j'appelle la nature, par exemple. Parfois on oublie, ou souvent. Il nous faut donc créer, développer un foyer supérieur de conscience à l'intérieur de nous-mêmes, pour pouvoir garder la conscience de cette unité en nous,
pour pouvoir agir dans l'harmonie de cette unité. Et de ne pas retomber si facilement dans le particulier, si j'ose dire. Bon, je le dis, c'est pour ça que la conscience est importante pour la philosophie. Et la conscience, pas simplement de ce que j'ai besoin dans l'immédiat, qui est en général la conscience qu'on utilise le plus souvent, mais la conscience de ce que je suis et de ce que je veux devenir. Et de faire des choix de ce que je vais faire dans l'immédiat en fonction de cet état de conscience. Et pas de les séparer. Parlons de l'illumination. Comme ça, vous allez être éclairés. Comme je l'ai expliqué, cette source de l'illumination naît de l'émanation de l'unité. Et là, comme je l'ai dit, la lumière se propage en ligne droite. Et dans la dimension physique, matérielle, biologique, la lumière, la fonction de la lumière est l'éclairage, et c'est un facteur principal du cycle de carbone, et de la fameuse photosynthèse. Alors là, il y a une magie intéressante. Avec la photosynthèse de l'eau, c'est de l'eau, de la lumière, et du charbon, et des minéraux. Et par la photosynthèse, les minéraux s'intègrent au vivant. Ah oui, parce qu'on dit généralement, on plante bien tel truc, pense au terreau. Et on va étudier la terre, ses minéraux, argileuses, ferreuses, peu importe. Et on ne se rend pas compte que finalement, ces minéraux rentrent dans le processus biologique des végétaux. Et que la lumière transforme ce qui est inerte en vivant. C'est extraordinaire. L'inertie est aussi l'ignorance. Je fais la même chose, mais à un autre niveau. Mais c'est toujours la même chose. J'ignorais, j'étais un peu dans le noir, d'un coup j'ai eu une petite lumière. Tout est devenu clair. Donc, je suis sorti de l'inertie, je me suis mis en mouvement. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. J'ai un moteur à moi. Parce que l'inertie, c'est que le mouvement vient de l'extérieur. Vous comprenez? Et l'éclairage intérieur permet d'enclencher le moteur intérieur. Donc la lumière est intéressante. Et cette lumière, c'est quoi alors? La compréhension, la connaissance. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire? C'est un soleil des dedans. Donc, quand on dit en philosophie, je cherche la lumière, ou la vérité, la sagesse, c'est de ça dont on parle. Et donc, on cherche quoi? Devenir autonome. Avoir son propre moteur. Enclencher son moteur. Et ça, c'est important. Parce que pour aider autrui, vous devez être autonome. Il est très difficile d'aider quelqu'un si on est dépendant. C'est pour ça que quand on est malade, on ne peut pas aider grand-chose. Vous comprenez? On a besoin qu'on nous aide. Et si on est en inertie, c'est la même chose. L'éveil est donc lié à la lumière. De toute façon, quand on dort et il y a beaucoup de lumière, on se réveille, non? Même biologiquement, physiquement. Bien. Donc ça va nous donner un concept d'intuition, la lumière, qui est repris par Héraclite, Platon, Plotin, Spinoza, Bergson. Mais il y a plein de monde qui a compris la même chose, qui a vu la même chose. Et c'est quoi cette intuition? Une vision directe du réel.
qui produit un sentiment d'éternité très ponctuel. On sort d'où on est. On est déconditionné de l'espace-temps au moins pour quelques instants. Et ça nous montre que nous avons une autre dimension en nous-mêmes. Et ça, c'est très important pour aller chercher encore mieux cette autre dimension. Vous l'avez vécu tous, une fois au moins. Je suis sûr, sans être un prophète, ni lire la pensée des personnes, mais simplement par rapport à la loi de l'être humain. L'illumination amène donc les gens vers le haut et tend à que les aspects supérieurs prédominent sur les inférieurs. Et donc la lumière, donc, cette loi, applique que ce qui est supérieur définit, impulse ce qui est inférieur. On veut aider quelqu'un, il faut lui donner un peu de lumière, un peu d'auteur, un peu d'élévation. Et donc ce qui est en bas va monter en haut. C'est le grand miracle de la lumière. Et si on la produit en soi-même, on s'élève tout seul. C'est bien, c'est un bon programme. Coûte pas cher, hein, parce que c'est dedans. En général, je dis à tous ceux qui rentrent dans une école de philosophie qu'ils ont déjà l'équipement. Il n'y a rien à acheter. Quelques bouquins peut-être, un crayon, un papier. Mais non, l'équipement, vous l'avez. Vous êtes venus, vous êtes avec l'équipement. Aucun problème. Soyez rassurés. Il ne vous manque rien. Il faut l'utiliser simplement. Ou apprendre à l'utiliser. La philosophie peut apprendre à utiliser tout cet équipement. Mais elle ne donne pas l'équipement. D'accord? Bon, donc il va falloir l'utiliser. La différenciation ou la diversité, bon, je vais expliquer. Vous savez, si vous prenez une forêt ou un système complexe, plus un système approche au maximum de sa diversité, il est plus stable. Vous comprenez? Il est plus sûr. Si vous commencez à adhérer à ces liens complexes des petites lignes de relations, à un moment donné, ça s'effondre. Donc, la diversité n'est pas quelque chose de mauvais. On en a besoin. Et on a besoin de l'entretenir. Que ce soit au niveau social, au niveau biologique, au niveau d'une forêt, si elle rentre en relation complexe, c'est-à-dire la complexité n'est pas une complication. Okay? Un système complexe veut dire que tous les composants sont reliés entre eux par des liens. Et que par conséquent, la totalité de ces relations est supérieure à l'addition de composantes. Et cette interaction entre les composantes permet un phénomène qui s'appelle le phénomène d'émergence. Émergent donc des choses nouvelles, des situations différentes. Il permet la création, la créativité. Donc ce n'est pas innocent. Et la vie est complexité et pas complication. Mais pour rentrer en relation de complexité, il faut créer des liens. Donc on ne peut pas vivre isolé, ou barricadé, ou tout le temps en résistance. Et ça diminue la complexité. Imaginez que votre foie décide de ne pas saluer le cœur et de retirer tout lien avec, et que le poumon se fâche avec vos reins. C'est foutu. Vous êtes mort. Parce que tous nos organes sont interconnectés. Nous sommes une complexité. Nous travaillons en complexité. Donc, pour votre santé,
essayez que tous ces systèmes que vous avez en vous ne se fâchent pas entre eux. Bon. Quand on perd ces liens, à niveau personnel, et il y a perte d'équilibre et d'unité et des diversités, alors ça donne naissance à une chose terrible qui sont les addictions. Les addictions naissent de la perte de la relation complexe entre nous-mêmes, oui, et de la diversité des composantes. Alors on devient monotache et on rentre en addiction par rapport à une chose. Ça peut être n'importe quoi, l'alcool, le sexe, la drogue, ce que vous voulez. La télé, les games, peu importe. Mais ça crée une dépendance terrible. Et dans ce cas-là, vous devenez comme ça. On devient univox. La conscience devient étroite. Donc, c'est un danger de santé mentale. Bon, je ne vais pas quand même vous faire peur. Hein. J'essaie d'expliquer les conséquences de tout ça. Bon, mais si ça marche, par contre, ça crée la possibilité de développer un très beau mot grec qui s'appelle philia. La sympathie, l'empathie, la sociabilité, la possibilité de comprendre ce que l'autre est. C'est pas mal. Donc, on peut aller dans un sens ou dans un autre. Cette sympathie naturelle unit tous les êtres vivants, et pas simplement les gens, les personnes entre elles. Ça permet de lutter contre toute forme de violence et de discrimination. L'harmonie des contraires, c'est l'idée de l'appui mutuel. Ça s'appelle la solidarité. Solidaire. Coopérer. Apprendre à coopérer. Apprendre à être solidaire. Je sais qu'on vous a beaucoup enseigné sur la sélection naturelle, la lutte des espèces, avec le darwinisme. Elle existe, cette lutte. Mais il y a une autre loi qui gère la nature et l'évolution humaine. C'est la coopération. La coopération. Elle est probablement plus importante que la lutte entre les espèces, et ceci, on le sait aujourd'hui. Je dis en tant qu'anthropologue, on a parmi les hominidés, c'est-à-dire ne sont pas des sapiens encore, on a des preuves, des coopérations, des solidarités énormes. Comme des gens qui ont brisé la mâchoire, qui ne pouvaient pas mâcher, qui ne pouvaient pas, et qui ont continué malgré la blessure qu'ils ont eue pendant des années à vivre. Parce que quelqu'un a mâché pour lui, ou pour elle. Et en même temps, cette personne était plus utile à sa société. Et ça date de 2,5 millions d'années, donc quand même. Les traces de la coopération sont très importantes. Et lointain, peu expliquées dans nos écoles, je parle dans les lycées et tout ça, et ils devraient davantage être expliqués comme loi de la nature. Naturelle. Bon, donc ça c'est l'organisation, l'harmonie des contraires, l'appui mutuel, et voilà. La causalité, tous les êtres réagissent selon des causes et des effets. Les orientaux les hindous appellent ça karma, mais c'est la loi des causes et effets. En général, les gens voient les effets, les catastrophes, les guerres, mais ils ne se posent pas la question sur quelle est la cause. Mais pourquoi il y a 51 conflits actuellement, des guerres, pas 2 ou 3, 51 dans le monde? Pourquoi? Ce qu'on voit est un effet. Vous comprenez? Et si on se pose la question sur le climat, quelle est la cause? Évidemment, un choix sur la nature qui n'est pas adéquat, ou de la relation de l'homme à la nature qui n'est pas adéquate. Donc ce qu'il nous faut comprendre et expliquer de manière positive et pas contre, c'est les causes. Pleurer sur les effets, c'est trop tard.
les gens meurent déjà. Comprenons. Donc il faut comprendre les causes pour éviter ces effets. La vitalité, j'en ai parlé beaucoup, et toutes les parties de l'univers sont vivantes, comme on l'a expliqué, en évolution constante, et c'est élastique. La vie est élastique, elle est adaptative, elle n'est pas rigide. La vitalité est flexible. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Si vous voulez entretenir votre vitalité, bougez. Faites de l'exercice, levez la main au moins, je sais pas, les coudes. Faites quelque chose, mettez-vous en mouvement. Flexible, comme les articulations. Flexible. Enfin, la loi des cycles ou des périodicités, c'est grâce au cycle de la vie qu'elle se récrée. Sans les cycles, la vie ne peut pas se récréer. Et ce qui semble détruit réapparaît comme dans une spirale. Ça recommence. Pas pareil, ça recommence.